J'étais assise dans mon cabinet de thérapie un mardi après-midi quand ma cliente de 14 heures, Émilie, a dit quelque chose qui m'a figée en plein milieu d'une note. Ce n'étaient pas les mots eux-mêmes qui m'ont arrêté. C'était la formulation exacte, cette tournure de phrase précise que j'avais entendue 1000 fois. Mon propre mari me dit que je me souviens mal des choses, a dit Émilie en faisant tourner son alliance. Comme la semaine dernière, j'aurais juré que nous avions convenu d'aller chez mes parents pour Thanksgiving, mais il insiste sur le fait que nous n'avons jamais eu cette conversation. Il dit que je suis confuse, que je dois tout écrire parce que ma mémoire me fait défaut. Et le pire, Dr Morrison, c'est que je commence à le croire. Mon cœur battait si fort que j'étais certaine qu'elle pouvait l'entendre. J'étais thérapeute conjugale et familiale agréée depuis 12 ans. J'avais un doctorat en psychologie clinique de l'Université de Washington. J'animais des ateliers sur la reconnaissance des violences psychologiques. Je pouvais repérer la manipulation mentale dès la première séance avec un nouveau couple. Et pourtant, assise en face d'Émilie, j'ai réalisé que je vivais le même schéma qu'elle décrivait depuis 11 ans, au cours de mon mariage. Permettez-moi de revenir en arrière. Je m'appelle Rachel Morrison. J'ai 38 ans et je dirige un cabinet privé prospère à Portland, dans l'Oregon. Mon cabinet se trouve dans le quartier de Pearl District, dans un de ces entrepôts reconvertis, avec des briques apparentes et une profusion de plantes. Je reçois une vingtaine de clients par semaine, la plupart des couples confrontés à des problèmes de communication, d'infidélité, ou à ce qu'ils appellent vaguement un éloignement progressif. Je suis douée dans mon travail, vraiment douée. J'ai contribué à sauver des mariages qui semblaient irrémédiablement perdus. J'ai aidé des couples à reconnaître le moment où il était temps de partir. J'ai appris à des centaines de personnes à identifier la manipulation, à poser des limites et à faire confiance à leur intuition. Mais je ne l'avais pas remarqué chez moi. Mon mari, David, était ingénieur logiciel chez Intel. Nous nous sommes rencontrés en 2014, alors que je terminais mon doctorat, lors d'un dîner chez des amis. Il était charmant, attentionné et intellectuellement curieux. Il posait des questions pertinentes sur mes recherches concernant la théorie de l'attachement. Il se souvenait de petits détails que j'avais mentionnés en passant. 6 mois plus tard, nous étions fiancés. 1 an après, mariés. Avec le recul, cela aurait dû être un premier signal d'alarme. Mais j'avais 27 ans. J'étais amoureuse et je pensais tout savoir sur les relations, puisque j'en faisais mon métier. Les premières années étaient belles, du moins c'est ainsi que je m'en souviens. Mais tandis qu'Émilie était assise dans mon bureau et me décrivait le comportement de son mari, j'ai réalisé que je ne pouvais plus me fier à mes propres souvenirs. David avait-il toujours corrigé mes souvenirs? Avait-il toujours insinué que j'étais stressée ou débordée alors que j'étais certaine de quelque chose qu'il niait? S'était-il toujours présenté comme le calme et le rationnel, tout en me dépeignant comme émotive et peu fiable? J'ai terminé la séance d'Émilie machinalement, en lui donnant les mêmes conseils qu'à des dizaines de femmes dans sa situation. Tout documenter, faire confiance à son intuition, et se demander si ce comportement est inhérent à sa personnalité ou s'il s'agit d'une phase passagère. Après son départ, je suis restée assise seule dans mon bureau pendant 20 minutes, fixant mes diplômes encadrés au mur. Docteur en psychologie, psychologue clinicienne agréée, certifiée en thérapie de couple selon la méthode Gottman. Toute cette expertise et je ne voyais pas ce qui se passait dans mon propre mariage. Ce soir-là, je suis rentrée dans notre maison de style craftsman à Eastmoreland. C'était une belle soirée d'octobre, de celle que Portland sait si bien offrir, avec les feuilles qui recouvraient notre jardin de teintes orangées et dorées. La voiture de David était déjà garée dans l'allée. Il rentrait avant moi presque tous les jours. Il avait généralement déjà commencé à préparer le dîner, quelque chose de simple et sain. C'était une des choses que j'aimais chez lui, ou du moins que je croyais aimer. Maintenant, je me demandais si ce n'était pas une autre forme de contrôle, une autre façon pour lui de se positionner comme le partenaire compétent et attentionné, tandis que j'étais la professionnelle débordée et dispersée, incapable même de se préparer à manger. « Salut chérie », m'a-t-il lancé depuis la cuisine en entrant. « Comment s'est passée ta journée ?»« Bien », ai-je répondu en posant délicatement mon sac. J'avais l'impression de le voir pour la première fois. David avait 42 ans, 4 ans de plus que moi. Grand et athlétique grâce à ses joggings matinaux réguliers, ses cheveux grisonnants lui donnaient un air distingué. Il portait sa tenue habituelle de télétravail, un jean foncé et un t-shirt d'une entreprise technologique. Il avait l'air tout à fait normal. On aurait dit un bon mari préparant le dîner pour sa femme.
C'est moi qui ai fait ce saumon que tu aimes, dit-il en me souriant. Et j'ai pris ce vin chez Trader Joe's. Celui que tu voulais goûter, même si tu ne te souviens peut-être pas m'en avoir parlé. Il était là. Si désinvolte, si subtil. Tu ne t'en souviens peut-être pas. Une petite pique lancée avec un sourire, sous couvert de bienveillance. Je me souviens, dis-je doucement. Il rit. Ce rire facile que je trouvais si attachant. Bon, rat, comme tu veux. Le dîner est dans 10 minutes. Je suis montée dans notre chambre, l'esprit en ébullition. Il fallait que je réfléchisse. Il fallait que j'aborde la situation logiquement, comme je m'y étais entraînée pour les cas cliniques. Mais ce n'était pas un cas. C'était ma vie. Assise au bord de notre lit, celui que nous avions choisi ensemble dans ce magasin de meubles à Selwood, j'ai essayé de me souvenir de la dernière fois où j'avais été absolument certaine de quelque chose dans mon mariage. Impossible de me souvenir. Les jours suivants, j'ai commencé à faire attention. Vraiment. J'ai commencé à faire ce que je conseille à mes clients. J'ai commencé à tout noter. Pas de façon ostentatoire. Je ne pouvais pas laisser David se douter de mes intentions, alors j'ai commencé à prendre des notes sur mon téléphone, horodatées, sur nos conversations, nos projets, ses paroles. Le 15 octobre à 7h30, David annonce que nous dînons avec son frère Josh samedi. Je propose d'aller au Canard. Il accepte. Le 17 octobre à 18h, je rappelle à David notre dîner avec Josh. Il semble perplexe. Il prétend que nous n'avons jamais fait ces projets et que Josh est en déplacement. Je vérifie mon agenda, le dîner y figure. Je le lui montre. Il rétorque que je me suis trompée, que je mélange encore les choses. Il affirme que Josh lui a parlé de ce voyage il y a des semaines. Le 17 octobre à 18h45, j'envoie un SMS à Josh. Il n'est pas en déplacement. Il confirme notre dîner du lendemain. C'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai eu un déclic et que j'ai compris avec une clarté limpide ce qui se passait. David me manipulait de façon systématique et délibérée. Il faisait ça depuis des années. La question était, pourquoi? Quel était son but ultime? Avec mes clients, la manipulation mentale avait généralement une utilité. Il s'agissait de contrôle, certes, mais de contrôle dans quel but? Infidélité, abus financiers, isolement de la victime de ses réseaux de soutien. Je devais découvrir lequel de ces éléments s'appliquait à ma situation, ou s'il s'agissait des trois. J'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai fouillé l'ordinateur de David. C'était un samedi matin. Il était allé courir, sa boucle habituelle de 10 km qui lui prenait environ 50 minutes. Je connaissais son mot de passe car il me l'avait donné il y a des années, à l'époque où nous vivions encore dans l'illusion d'une transparence totale. Tech Guy 2014. Il ne l'avait jamais changé. Ce que j'ai découvert m'a fait trembler. Il y avait des dizaines de mails adressés à une femme nommée Melissa Hartwell. Ils avaient commencé il y a environ 8 mois. Les premiers étaient flirteurs, mais plausiblement niables. En mai, ils étaient explicites, mais ce n'était pas ce qui me coupait le souffle. C'était la façon dont David parlait de moi. Rachel traverse une nouvelle crise, écrivait-il dans un courriel de juin. Elle est persuadée que nous avions des projets avec sa sœur qui n'ont jamais existé. Je m'inquiète pour elle. Franchement, le stress de son travail affecte vraiment sa mémoire. Ses clients ignorent qu'ils reçoivent une thérapie de la part de quelqu'un qui est incapable de suivre une conversation basique. Un autre exemple, datant d'où? Je crois que je vais devoir prendre en charge les finances. Elle a encore une fois fait découvert sur notre compte courant. Quand je l'ai confrontée, elle a insisté sur le fait qu'elle avait déposé son chèque de paie, mais il n'y a aucune trace. Je ne sais pas si elle ment ou si elle ne s'en souvient vraiment pas. De toute façon, je ne peux plus lui faire confiance avec de l'argent. Je me suis éloignée de l'ordinateur, transi de froid. Cet incident de chèque de paie, je m'en souvenais différemment. J'avais déposé mon chèque de paie par virement mobile. J'avais le reçu, mais quand j'ai voulu le montrer à David, impossible de le retrouver sur mon téléphone. S m'a suggéré avec une telle douceur que j'avais peut-être imaginé le faire, que le stress commençait à me peser. Moi, j'avais fini par le croire. Je l'avais laissé gérer nos finances. Accès total à tout. Je ne m'étais pas posé de questions parce que je lui faisais confiance. C'était mon mari.
Parce qu'il semblait si soucieux de moi. J'ai ensuite vérifié nos comptes bancaires. Nous avions un compte courant et un compte épargne joint, plus mon compte professionnel pour mon cabinet. Ce que j'ai découvert m'a rendu malade. Au cours des 18 derniers mois, David avait systématiquement transféré de l'argent de notre épargne commune. De petites sommes au début, 500 par-ci, 1000 par-là, puis des sommes plus importantes, 5000, 10 000. Le dernier virement, il y a 3 semaines, s'élevait à 25 000 $. Notre compte épargne, qui contenait plus de 90 000 $ à la même période l'année dernière, n'en affichait plus que 8 000. J'avais envie de hurler. J'avais envie de jeter son ordinateur à travers la pièce, mais je ne l'ai pas fait parce que je savais exactement quoi faire. J'avais conseillé des clients dans cette situation précise au moins 2 douzaines de fois. Je connaissais la marche à suivre. Tout documenter. Mettre ses biens en sécurité. Consulter un avocat. Représentation. N'affrontez personne tant que vous n'avez pas de soutien et un plan de sécurité. Ne laissez jamais votre agresseur savoir que vous êtes sur ses traces tant que vous n'êtes pas prête. J'ai fait des captures d'écran de tout, les emails, les virements bancaires. Je les ai envoyés à mon adresse personnelle, puis j'ai supprimé les messages envoyés de son compte. J'avais 40 minutes avant son retour. J'ai utilisé chaque seconde. J'ai appelé ma meilleure amie, Nicole. Elle est avocate spécialisée en droit de la famille à Portland, même si elle ne s'occupe plus de divorce. Elle travaille maintenant dans le droit des entreprises, mais elle connaissait du monde. Plus important encore, elle me connaissait. Nous étions amis depuis la fac. Nick, lui ai-je dit quand elle a répondu, j'ai besoin d'un avocat, un très bon. Et je te demande de ne pas me poser de questions pour l'instant. Il y a eu un silence. D'accord. Appelle Patricia Chen. C'est la meilleure avocate spécialisée en divorce à Portland. Je t'envoie son numéro par SMS. Tu es en sécurité? Oui, ai-je répondu. Il ne sait rien. Je sais. Gardons ça secret. Nicole a dit, appelle Patricia tout de suite. Raccroche et appelle-la. Je l'appellerai d'abord pour la prévenir. C'est ce que j'ai fait. Patricia a répondu à la deuxième sonnerie. Nicole venait sans doute de raccrocher avec elle. Nous avons parlé pendant 15 minutes. Elle a posé des questions pointues. J'ai répondu froidement, comme si je décrivais une étude de cas plutôt que ma propre vie. Elle m'a dit de continuer à tout documenter, de ne pas encore confronter David et de venir à son bureau lundi matin dès l'ouverture. Elle m'a aussi dit quelque chose qui m'a glacé le sang. S'il transfère de l'argent et vous manipule sur votre mémoire, c'est qu'il est en train de se constituer un dossier. Patricia a dit qu'il accumule des preuves écrites qui vous font passer pour instable ou incompétente. Ce n'est pas seulement lié à la liaison. C'est lié au divorce qu'il prépare. Il veut vous faire passer pour un témoin peu fiable afin de protéger ses biens, et peut-être même prouver que vous n'êtes pas assez saine d'esprit pour avoir géré correctement les finances de votre entreprise. J'ai raccroché juste au moment où j'ai entendu la clé de David dans la serrure. J'étais assise sur le canapé, à faire défiler Netflix comme si j'y étais depuis le matin. Mon cœur battait la chamade. Mais mon visage restait impassible. 12 années de formation en thérapie m'avaient appris à maîtriser mes expressions. « Salut », dit-il, transpirant après sa course, en me souriant. « Quoi de neuf ?» Je me détendais, répondis-je, pensant que nous pourrions peut-être aller bruncher quelque part. « Parfait, » dit-il. « Laisse-moi prendre une douche d'abord. » Nous sommes allés chez Tasty N&Alde, un de nos restaurants habituels. Nous avons mangé du pain perdu et du bacon. Nous avons parlé de son projet professionnel et de mon client difficile de jeudi. Nous ressemblions à n'importe quel autre couple heureux profitant d'un samedi matin à Portland. Pendant tout ce temps, je l'observais, vraiment, à la recherche de signes que j'aurais manqués. Et je les ai vus. La façon dont il a subtilement corrigé mon récit d'une histoire sur ma sœur. La façon dont il a suggéré que je me souvenais mal de notre dîner d'anniversaire, que nous étions allés dans un autre restaurant que celui que j'avais mentionné. Des petites choses, des choses constantes, une mort lente et douloureuse pour mon sens de la réalité. Ce lundi-là, j'ai rencontré Patricia Chen. Son bureau était en centre-ville, tout en verre, en acier et en mobilier coûteux. Elle était à la cinquantaine, élégamment vêtue et affichant une énergie qui laissait deviner qu'elle ne perdait que rarement des affaires,
Elle examina méthodiquement les documents que j'avais trouvés. C'est plutôt bien, dit-elle au bout d'une trentaine de minutes. Je sais que ce n'est pas agréable, mais vous avez des preuves. Il a été négligent. Le courriel où il parle de prendre le contrôle des finances parce que tu n'es pas fiable. Et puis, il y a des preuves écrites claires de ses virements après qu'il y ait eu accès. Ça va être très difficile pour lui de se justifier. Et Mélissa? Ai-je demandé. La femme avec qui il a une liaison. Patricia a levé les yeux vers moi. Tu veux la contacter? J'y réfléchis. J'ai dit que je voulais savoir ce qu'il lui avait dit à propos de moi et de notre mariage. C'est risqué, m'a averti Patricia. Elle pourrait lui dire que tu l'as contactée. C'est possible, ai-je acquiescé. Mais je ne pense pas qu'elle le fera. J'ai un mauvais pressentiment. Patricia m'a observé un instant. Tu es thérapeute. Tu as l'habitude de cerner les gens, mais là, c'est personnel. Rachel, tu n'es pas objective. Je sais, ai-je dit, mais laisse-moi essayer. Si ça tourne mal, on ne sera pas plus mal loti qu'aujourd'hui. Elle n'avait pas l'air ravie, mais elle a hoché la tête. Si tu fais ça, enregistre tout. L'Oregon est un État où le consentement d'une seule partie suffit. Tu peux enregistrer les conversations. À son insu. Et surtout, n'y va pas seul. Emmène une amie. Rencontrez-vous dans un lieu public. J'ai trouvé Mélissa Hartwell sur LinkedIn. Elle avait 32 ans, 6 ans de moins que moi. Elle travaillait dans le marketing chez Nike. Elle était jolie, typique du Nord-Ouest Pacifique, naturelle et amoureuse de la nature. Sa photo de profil la montrait en randonnée, un golden retriever à ses côtés. Elle avait l'air sympathique, normale, pas du genre à courtiser sciemment un homme marié. Je lui ai envoyé un message via LinkedIn. Court et direct. Salut Mélissa. Je suis la femme de David Morrison. J'aimerais te parler de lui. Je te promets que je ne t'en veux pas. Je pense que nous méritons toutes les deux de connaître la vérité. Serait-il possible de se voir pour un café? Elle a répondu dans l'heure. Oh mon Dieu. Oui. Demain, 15 heures. Il y a un Stumptown sur Belmont. Je suis arrivée un quart d'heure en avance avec Nicole. Nous avons pris une table au fond, d'où je pouvais voir la porte. J'avais mon téléphone dans la poche de ma veste, déjà en train d'enregistrer. Nicole était assise à une autre table avec son ordinateur portable, à regarder. Comme n'importe qui d'autre travaillant dans un café, mais placée de façon à tout voir et tout entendre. Mélissa est entrée à 15 heures précises. Elle semblait nerveuse. Plus petite que je ne l'avais imaginé, environ 1,63 mètres, elle portait un legging Lululemon et une veste Patagonia. Typiquement Portland. Elle m'a repéré immédiatement. J'étais la seule femme assise seule, l'air d'attendre quelqu'un. Rachel, dit-elle en s'approchant prudemment. Mélissa, dis-je en me levant. Merci de me recevoir. Nous nous sommes assises. Elle n'a rien commandé. Elle est restée assise là, se tordant les mains, l'air au bord des larmes. Je ne savais pas, dit-elle avant que je puisse parler. Je vous jure, je ne savais pas qu'il était marié. Pas au début. Quand l'avez-vous appris? Demandai-je d'un ton neutre. Professionnel, le même que celui que j'utilisais avec mes clients. Il y a environ 1 mois, dit-elle, j'ai vu une alliance dans sa voiture. Il l'avait enlevée et laissée dans le porte-gobelet. Quand je lui ai posé la question, il m'a dit que vous étiez séparés, que vous viviez séparément depuis plus d'1 an. Il a dit que le divorce était presque prononcé, que vous régliez les derniers détails. J'ai hoché la tête lentement. Il y a 1 mois, cela coïncidait avec le moment où il avait commencé à me virer des sommes plus importantes. Qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre à mon sujet? Ai-je demandé. Mélissa baissa les yeux sur ses mains. Il a dit que tu avais des problèmes de santé mentale, que tu étais instable. Il a dit que tu avais été hospitalisé 2 fois pour des soins psychiatriques, et qu'il était resté à tes côtés pendant tout ce temps, mais que cela avait détruit le mariage. Il se présentait comme un mari patient qui avait tout essayé, mais qui avait finalement dû accepter que tu ne pouvais pas être sauvé. La chaleur du café me parut soudain insupportable. J'ai pris une grande inspiration en utilisant les techniques que j'enseigne à mes patients anxieux. Compter jusqu'à 4, inspirer, retenir sa respiration pendant 4 secondes, expirer pendant 4 secondes. Mélissa, dis-je prudemment, je suis psychologue clinicienne diplômée.
Je n'ai jamais été hospitalisée pour des soins psychiatriques. Je n'ai jamais été séparée de David. Je ne savais pas pour toi jusqu'à il y a 4 jours. Et je vis sous le même toit que lui. Je l'ai vu ce matin. Il m'a embrassée et m'a dit qu'il m'aimait avant de partir travailler. Elle pâlit. Quoi? Il me manipule depuis des années, dis-je, remettant en question mes propres souvenirs et ma perception. Il transfère systématiquement de l'argent hors de nos comptes. Et il te dit que je suis malade mentale pour expliquer pourquoi tu ne peux jamais venir chez lui, ni rencontrer ses amis ou sa famille, car ils te disent la vérité. Il est toujours marié à une femme parfaitement saine d'esprit qui ignorait toute sa liaison. Mélissa se mit à pleurer. Pas des larmes discrètes, mais de véritables sanglots. Nicole la regarda, inquiète, mais je secouai légèrement la tête. Laisse faire. Je suis tellement désolée, haleta Mélissa. Tellement désolée. Je ne l'aurais jamais fait si j'avais su. Je sais, dis-je. Et je te crois. C'est pour ça que je voulais te rencontrer. Je ne pense pas que tu sois une mauvaise personne. Je crois que vous êtes une autre de ces victimes. Elle leva les yeux vers moi, les yeux rouges et gonflés. Que allez-vous faire? Je vais divorcer, dis-je simplement. Et je vais m'assurer qu'il ne s'en tire pas financièrement. Mais j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin que vous acceptiez de témoigner de ce qu'il vous a dit. Des mensonges qu'il vous a racontés sur mon état mental. Oui, répondit-elle aussitôt. Absolument. Tout ce dont vous avez besoin. Et j'ai besoin que vous ne lui disiez pas que nous nous sommes rencontrés, dis-je. Pas encore. Je ne suis pas prête à l'affronter. Quand je le ferai, je veux que tout soit en ordre. Elle hocha la tête en s'essuyant les yeux avec une serviette. Puis-je vous poser une question? Bien sûr. Pourquoi n'êtes-vous pas en colère contre moi? Demanda-t-elle. Si je découvrais que quelqu'un avait couché avec mon mari, j'aurais envie de la tuer. J'y ai pensé il y a un mois. J'aurais peut-être ressenti cela. Mais j'ai passé les 4 derniers jours à apprendre à ne plus me fier à mes premières réactions émotionnelles. David m'y a obligé. Je doute tellement de moi que je ne fais même plus confiance à ma propre colère. La seule chose dont je suis sûre, c'est ce que je peux prouver. Et ce que je peux prouver, c'est qu'il est un menteur et un manipulateur. Tu as cru à ces mensonges. Ça ne fait pas de toi une complice. Ça fait de toi un être humain. Nous avons parlé encore 30 minutes. Elle m'a donné son téléphone et m'a montré des SMS où David parlait des exigences démesurées de son ex-femme concernant le divorce. Des messages datant de moments où j'étais tranquillement chez moi, en train de préparer le dîner ou de regarder Netflix, sans me douter un seul instant qu'un divorce était en cours. Mélissa m'a laissé tout capturer d'écran. Au moment de nous séparer, elle m'a serré dans ses bras. « J'espère que tu vas le détruire », a-t-elle murmuré. « Vraiment. » « Je ne veux pas le détruire », ai-je répondu honnêtement. « Je veux juste que la vérité éclate et récupérer ce qui m'appartient. » Ce soir-là, David est rentré avec des fleurs, des roses blanches, mes préférées, ou du moins celles qu'il avait décidé être mes préférées des années auparavant. Je ne me souvenais plus si je lui avais déjà dit que j'aimais les roses blanches, ni si. J'avais commencé à les apporter, et je l'avais accepté comme une évidence. « Quelle est l'occasion » ai-je demandé en les prenant. « Aucune occasion particulière » a-t-il répondu en m'embrassant le front. Je voulais juste rappeler à ma magnifique épouse combien je l'aime. J'ai mis les roses dans l'eau. J'ai préparé le dîner. Nous avons dîné ensemble à notre table de salle à manger, comme tous les soirs. Nous avons parlé de nos journées. Je lui ai raconté une histoire avec un client difficile. Il m'a parlé d'un bug dans son code qui le rendait fou. Nous avons regardé un épisode d'une série que nous dévorions. Nous sommes allés nous coucher. Il s'est endormi à côté de moi, un bras autour de ma taille comme toujours. Je suis restée éveillée, fixant le plafond, me demandant combien de nuits j'avais passé ainsi, dormant à côté d'un inconnu qui avait systématiquement détruit ma perception de la réalité, me sentant reconnaissante de sa présence alors que j'aurais dû fuir. Le lendemain matin, Patricia m'a appelé. J'ai examiné les relevés bancaires que tu m'as envoyés. Je constate une récurrence de transferts qui correspondent à des opérations boursières. Savais-tu que David a un compte de courtage séparé? Non, ai-je répondu. J'étais à mon bureau entre 2 clients. Je connaissais nos comptes joints et mon compte professionnel. C'est tout. Il faisait du day trading,
a dit Patricia. Et il perdait gros. Je vois des pertes de plus de 60 000 $ l'année dernière. C'est là que sont passées tes économies. Il essayait désespérément de rattraper ses pertes. Ce n'était donc pas seulement une liaison. C'était du jeu, une imprudence financière. Et il essayait de le cacher en me faisant croire que c'était moi qui n'étais pas digne de confiance avec l'argent. Je veux le confronter, ai-je dit. Pas encore, a répondu Patricia fermement. Il faut d'abord bloquer les comptes. Je dépose une requête d'urgence demain matin. À midi, il ne pourra plus bouger un centime. Ensuite, on pourra le confronter, mais on le fera en face, avec les documents. Pas chez toi, dans un lieu public où tu es en sécurité. Elle avait raison, bien sûr. Mais l'attente était insoutenable. Je passais mes journées comme dans un état second, à voir des clients, à écouter leurs problèmes, à leur donner des conseils. Je n'étais plus sûre d'être qualifiée pour aider. Comment pouvais-je aider les autres avec leur mariage alors que j'avais été si aveugle sur le mien? Jeudi, Patricia a appelé. Motion approuvée. Tous les comptes sont bloqués depuis 1 heure. David a essayé de faire un virement ce matin. Il a été refusé. Il va se douter de quelque chose. Mon téléphone a sonné presque aussitôt après avoir raccroché avec Patricia. David. Salut, ai-je répondu d'une voix normale. Tu as fait quelque chose à nos comptes bancaires, a-t-il demandé. Il y avait une pointe d'amertume dans sa voix que je ne lui avais jamais entendue. J'ai essayé de transférer de l'argent et le compte est bloqué. Je n'en sais rien, ai-je dit. Tu devrais peut-être appeler la banque. Rachel, ne joue pas avec moi, a-t-il dit. C'est grave. J'ai besoin d'accéder à ces comptes. Pourquoi faire, ai-je demandé. Il y a eu un silence. Pour les factures, pour notre prêt immobilier, pour les dépenses courantes. On a largement assez sur le courant pour ça. Ai-je dit calmement. Pourquoi aurais-tu besoin d'accéder à l'épargne? Un autre silence, plus long cette fois. C'est toi qui as fait ça. Tu as bloqué les comptes. Ils sont bloqués, ce n'est pas de ma faute. J'ai dit, comme je l'ai dit, appelez la banque. J'ai un client dans 5 minutes. Je dois y aller. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Nicole avait raison. C'était le moment le plus dangereux, celui où il a réalisé qu'il avait perdu le contrôle. Patricia avait fait en sorte que je reste chez Nicole cette nuit-là. Nous avions un plan. Demain, vendredi, nous devions rencontrer David au bureau de Patricia à 14 heures. Patricia lui avait déjà envoyé une mise en demeure par courriel professionnel. Nous le confronterions là-bas, en présence de mon avocat et avec tous les documents nécessaires. J'avais déjà transféré mes documents importants et quelques vêtements chez Nicole, mais je ne m'attendais pas à ce que David vienne à mon bureau. Il est arrivé à 13 heures, passant juste devant ma réceptionniste. Elle a essayé de l'arrêter, mais il l'a ignoré. J'étais seule. Mon prochain client n'était que dans 1 heure. Il a ouvert la porte de mon bureau, et son expression m'a glacé le sang. « Tu te crois si maligne, hein ?» a-t-il dit en refermant la porte derrière lui. Docteur Morrison, le grand thérapeute, l'expert en relations. Et tu n'as rien vu venir. J'ai attrapé mon téléphone. Il a été plus rapide. Il me l'a pris sur mon bureau. On va parler, a-t-il dit. Vraiment parler, sans que tu ailles chez ton avocat ou ton ami Nicole. Juste toi et moi, comme un couple marié. C'était exactement ce dont Patricia m'avait prévenu. Ne jamais rester seule avec lui une fois qu'il serait au courant. Et pourtant, me voilà seule dans mon bureau avec un homme que je ne reconnaissais plus. David, ai-je dit d'une voix calme et rassurante, comme une thérapeute. Tu es bouleversé. Je comprends, mais ce n'est pas le lieu pour cette conversation. Raccroche et on se voit demain chez ton avocat. Il m'a interrompu. Oui, j'ai reçu le message. Très professionnel, très froid. Après 11 ans de mariage, tu n'es même pas capable de me dire en face que tu veux divorcer. Tu dois envoyer ton avocat me chercher des noises comme si j'étais une criminelle. Tu m'as volé, ai-je murmuré. Tu m'as menti. Tu m'as manipulé pendant des années. Tu as eu une liaison et tu as dit à ta maîtresse que j'étais malade mentale. Qu'est-ce que j'aurais dû faire, exactement? David t'a préparé le petit déjeuner et t'a poliment demandé le divorce autour d'eux. Il a ri.
Il a vraiment ri. C'est Mélissa qui te l'a dit? Bien sûr que oui. Les femmes se serrent toujours les coudes, pas vrai? Ta TL dit qu'elle m'avait fait des avances? Qu'elle m'avait courtisé? Elle m'a dit que tu avais dit qu'on était séparés. J'ai répondu que tu lui avais dit que j'étais instable et qu'on divorçait parce que tu l'étais. Il a hurlé. Tu es incapable de te souvenir de conversations basiques. Tu es incapable de gérer un budget. Tu m'as laissé gérer nos finances parce que tu sais que tu n'es pas digne de confiance. Et maintenant, tu réécris l'histoire. Tu fais de moi la méchante parce que j'ai essayé de nous protéger financièrement pendant que tu étais trop occupée à jouer les psys pour remarquer que ta propre vie s'écroulait. Voilà, la manipulation en direct. Même maintenant, en sachant exactement ce que c'était, en sentant ma réaction, ce petit grain de doute. Avait-il raison? Si j'avais été si concentrée sur mes clients, ai-je négligé ma propre vie? Non. J'avais les emails, les relevés bancaires, le témoignage de Mélissa. La vérité n'était pas subjective. Sors de mon bureau, David, ai-je dit. Ou quoi? A-t-il demandé. Tu vas appeler la sécurité. Vas-y, appelle-les. Dis-leur que ton mari est venu te parler. Tu vas voir comme tu vas passer pour une folle. Mais je n'appelais pas la sécurité. J'appuyais sur le bouton d'alarme sous mon bureau. Celui qui était directement relié à la police de Portland. Celui que j'avais installé 2 ans plus tôt, après qu'un ex-mari violent d'une cliente se soit présenté en proférant des menaces. Je n'avais jamais eu à l'utiliser auparavant. Il a fallu 4 minutes pour que 2 agents arrivent. 4 longues minutes pendant lesquelles David a déversé son flot de paroles, m'accusant d'avoir tout gâché, d'avoir volé son argent, de regretter amèrement ce que j'avais fait, et de faire en sorte que tout le monde sache qui j'étais vraiment. Instable, incompétente, une impostrice qui se prenait pour une thérapeute alors que ma propre vie était un désastre. Quand les agents sont entrés, David a immédiatement changé d'attitude. Il est devenu le mari inquiet. Dieu merci, vous êtes là. Ma femme fait une crise. Elle ne réfléchit pas clairement. Je suis venu prendre de ses nouvelles et elle. Monsieur, m'a interrompu un des agents. Nous avons besoin que vous sortiez. Ils avaient été informés. Patricia les avait appelés la veille, les prévenant qu'il pourrait y avoir un problème. Ils avaient vu l'ordonnance de protection qu'elle avait déposée le matin même, celle dont je n'avais pas encore parlé à David. Ils l'ont escorté dehors, lui ont lu l'ordonnance et lui ont expliqué qu'il devait rester à au moins 100 mètres de moi et de mon bureau. J'ai observé par la fenêtre le visage de David se transformer, le masque tombant enfin complètement. Une rage pure. J'ai appelé Patricia. Il est arrivé à mon bureau. Je sais, a-t-elle dit. La police vient de m'appeler. Ça va? Oui, ça va, ai-je répondu. Je vais chez Nicole. Bien. Restez-y. Ne rentrez pas chez vous. Ne sortez nulle part seule. Je suis sérieuse, Rachel. J'ai passé la nuit chez Nicole à boire du vin et à pleurer. Pas des larmes de tristesse, des larmes de colère, des larmes de soulagement. Le genre de larmes qui vous prennent quand vous lâchez prise et que vous vous laissez enfin aller. Séparés. Tu as tout fait correctement. Nicole n'arrêtait pas de dire. Tu as été tellement intelligente. Tu as rassemblé des preuves. Tu as demandé de l'aide. Tu ne l'as pas affronté seule. J'ai failli le faire, ai-je répondu. Si je n'avais pas eu ce réflexe de panique. Mais tu l'avais, a-t-elle insisté. Parce que tu es prudente. Parce que tu es intelligente. Arrête de douter de toi. C'est ce qu'il veut. Même maintenant, il te hante encore, te faisant douter. Elle avait raison. Mais le comprendre intellectuellement et le ressentir émotionnellement étaient 2 choses différentes. Le divorce a duré 8 mois. David a tout contesté. Il prétendait que l'argent qu'il avait pris était destiné à des investissements pour notre mariage. Il prétendait que notre liaison était une séparation consentie. Il prétendait que j'étais mentalement instable et que je ne pouvais pas gérer nos biens. Mais nous avions le témoignage de Mélissa. Nous avions les emails où il l'appelait de notre téléphone fixe pendant que j'étais au travail. Nous avions les relevés de transactions montrant ses pertes au jeu. Nous avions tout. Finalement, j'ai obtenu la maison. Il a dû rembourser ce qu'il pouvait de l'argent qu'il avait perdu, même si nous savions tous les deux que je n'en reverrais jamais la majeure partie.
Il a perdu son emploi chez Intel après que la nouvelle de ses agissements se soit répandue. Il s'avère que mentir à sa femme, sa thérapeute, sur son état mental tout en détournant des fonds de vos comptes joints et en entretenant une liaison, n'est pas du meilleur effet dans les enquêtes sur la culture d'entreprise. Mais le plus dur n'était pas le divorce. C'était de réapprendre à me faire confiance. J'ai commencé à consulter ma propre thérapeute, le docteur Helen Park. Elle était spécialisée dans le traitement des traumatismes et des victimes de manipulation mentale. C'était étrange de m'asseoir sur le fauteuil du patient après tant d'années de l'autre côté, mais j'en avais besoin. Vous allez avoir des moments, m'a dit le docteur Park lors de notre 3e séance, où vous remettrez tout en question, où vous vous demanderez si vous n'avez pas surréagi. Si David avait peut-être raison sur certains points, c'est normal. C'est l'héritage de la manipulation mentale. Mais cela ne rend pas la chose vraie pour autant. Elle avait raison. J'ai eu ces moments. J'en ai encore parfois, mais ils sont de plus en plus rares. 6 mois après mon divorce, j'ai concrétisé une idée qui me trottait dans la tête depuis un moment. J'ai créé un groupe de soutien au sein de mon cabinet, destiné aux personnes ayant subi du gaslighting et de la manipulation émotionnelle dans leurs relations. Les réunions ont lieu tous les mardis soirs. Nous comptons désormais 12 membres réguliers. Je n'anime pas le groupe en tant que thérapeute, mais j'y participe en tant que personne ayant vécu la même chose. Cela est bénéfique à la fois pour eux et pour moi. Émilie, ma cliente qui, sans le vouloir, avait déclenché cette prise de conscience, fait maintenant partie du groupe. Elle a quitté son mari il y a 3 mois. Elle va bien. Nous allons tous bien. Je continue à exercer la thérapie. Je suis toujours compétente. Peut-être même meilleure aujourd'hui, car je comprends viscéralement ce que vivent mes clients. Je ne me contente plus de connaître les termes cliniques. Je sais ce que c'est que de remettre en question sa propre réalité, de se demander si l'on est fou, de finalement entrevoir la vérité et de se sentir à la fois libéré et anéanti. La semaine dernière, j'ai eu une consultation avec une nouvelle cliente. She was in her early les années 30, aloyée, successful, and articulate. She told me her husband had been expressing concern about her memory lately, suggesting she write things down, questioning her recollection of conversation. He listened carefully. He asked specific questions. He didn't jump to conclusion. But he gave her the same advice he wished someone had given me years ago. Trust yourself, he said. Document everything and pay attention to pattern. 1 or 2 memory lapse is normal. A sustain pattern of your partner telling you you're wrong about things you're certain about. That is not normal. That is something else. She nodded, taking note. She be okay. Or at least she have the tools to figure out if she needed to be okay away from her husband rather than with him. Informe, I'm still in her house in East Morland. He thought about selling it, starting fresh somewhere new. But this is my house now, not her house. Mean. He had it repainted, bought new furniture, filled it with plans and books and articles he shows myself. Some morning he still wake up and forget for a second that David is gone. Then he remember and he feel this rush of relief so intense it's almost dizzying. I'm not dating. I'm not sure when you'll be ready for that. Maybe soon, maybe never. I'm okay with the outcome. For the first time in 11 years, I'm the only person you have to check with about my own feeling. The only person whose reality you have to validate is my own. And I trust myself now. Finally, completely. That is the real victory. Not the divorce settlement or the house or even the justice of David facing consequence for his action. It's the fact that when he remember something, he believe my own memory. When he feel something, he trust that feeling. When he know something, he don't let anyone tell me I'm wrong. That is what he couldn't take from me in the end. No matter how hard he tried. Me, the real me, the one who knew all along that something was wrong. She was there the whole time, just waiting for me to listen. J'écoute.